Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Économie Le Mag. Au sommaire de cette émission, le Japon, après la déflation, la chute de la consommation et la récession, l'archipel est cette fois confronté à la dégradation de la note de sa dette souveraine, mais aussi celle de 5 de ses banques commerciales. Ensuite, on se rendra en Syrie, plus précisément à Alep. La guerre a poussé les marchands du souk à fermer boutique, mais pour continuer à vendre leurs marchandises, ils ont décidé de s'installer dans la rue, parfois à même le sol. Et on terminera par un arrêt à Montauban, en France. Les quelques 450 salariés de la biscuiterie Poult expérimentent un nouveau type de management, un management dit libéré. Voilà pour les titres, mais avant d'y revenir, je vous propose de passer en revue l'économie internationale du jour et on commence par la Russie. Le gouvernement a baissé de 2 points sa prévision de croissance pour 2015. Elle passe de 1,2% à moins 0,8%. Une récession donc provoquée par les sanctions occidentales, mais aussi la chute des prix du pétrole, puisque lundi, les cours ont atteint leur plus bas niveau en 5 ans avant de rebondir. Une journée noire également pour la monnaie russe. Le rouble a perdu près de 5% de sa valeur face au dollar. Autrement dit, il fallait plus de 50 roubles pour obtenir un seul dollar. Mais depuis, la devise a repris quelques couleurs. Écoutez. Entre la baisse du cours du pétrole qui affaiblit l'économie russe et les perspectives de hausse de taux d'intérêt, tout ceci est très mauvais pour l'économie russe. Tout ceci peut détruire l'économie en 2015 et par la suite. Dans le passé, on a vu la Banque centrale russe intervenir en déversant des sommes très importantes, 300 ou 400 millions de dollars en une seule fois pour défendre le rouble. Rien de tel aujourd'hui, ce qui nous laisse penser qu'elle s'accommode d'un rouble très faible, du moins à court terme. Toujours à propos de la Russie en déplacement à Ankara, ce lundi, Vladimir Poutine a annoncé l'abandon du projet de gazoduc South Stream, un chantier dont l'objectif était d'approvisionner l'Europe en gaz russe en contournant l'Ukraine, mais il a été bloqué par l'Union européenne dans le cadre des sanctions économiques qui visent Moscou. Et dans la foulée, le président russe a également annoncé que Gazprom allait augmenter le volume et diminuer le prix de ses livraisons de gaz vers la Turquie. On l'écoute. Étant donné que notre coopération s'intensifie, nous allons fortement diminuer le prix de notre gaz à destination de la Turquie. Cela commencera à partir du 1er janvier avec un rabais de 6%, un chiffre qui pourra ensuite augmenter. Ça dépendra de la coopération que nous aurons avec nos différents partenaires. Un accord a finalement été conclu. Le gouvernement irakien et les Kurdes ont réussi à se mettre d'accord sur la question des exportations pétrolières. À partir de début 2015, la région autonome du Kurdistan devrait donc mettre à disposition du gouvernement fédéral 250 000 barils par jour, alors que dans le même temps, 300 000 barils devraient être transférés dans la province disputée de Kirkouk. Et en contrepartie, Bagdad débloquera la part destinée au gouvernement régional kurde dans le budget national, une somme qui était gelée depuis plus d'1 an à cause de ce conflit pétrolier. Pas assez de moyens financiers, c'est la raison évoquée par le PAM, le Programme alimentaire mondial, pour la suspension de son aide alimentaire, des bons d'achat pour de la nourriture dont bénéficiaient 1,7 million de réfugiés syriens, une décision dont les conséquences pourraient être catastrophiques. L'agence spécialisée de l'ONU a donc lancé un appel urgent, car pour aider les réfugiés syriens, uniquement pour le mois de décembre, elle estime avoir besoin immédiatement de 64 millions de dollars. Le budget 2015 de la sécurité sociale est bouclé. Lundi, l'Assemblée nationale l'a définitivement adopté. Il a pour objectif de réduire le déficit de la Sécu de 2 milliards d'euros en économisant sur les médicaments, mais aussi sur les actes jugés inutiles. Plus généralement, l'ensemble du projet de loi dont ce budget est issu doit permettre d'économiser plus de 9,5 milliards d'euros dans le domaine social. Ça représente donc près de la moitié des 21 milliards de coupes dans l'ensemble des dépenses publiques prévues l'année prochaine.
La crise économique de 2008 ou encore la catastrophe de Fukushima en 2011. Ces dernières années, le Japon a subi plusieurs événements qui ont fait baisser ses recettes publiques. Il faut donc relancer l'économie nippone et c'est dans ce but que le Premier ministre Shinzo Abe a déployé sa politique des Abenomics, un cocktail de relance budgétaire, souplesse monétaire et réformes structurelles. Mais ces effets se font attendre, d'autant plus que l'agence de notation Moody's vient d'abaisser d'un cran la note de la dette souveraine, mais aussi celle de 5 banques commerciales de l'archipel. Regardez. Nouveau coup dur pour le Japon. Lundi, Moody's a baissé la note de sa dette souveraine. Elle passe donc de AA3 à A1. L'agence de notation se dit de plus en plus inquiète quant à la capacité de l'archipel à réduire sa dette publique. La crise économique de 2008 et la catastrophe de Fukushima en 2011 ont en effet pesé sur les recettes publiques du pays. Mais pour relancer la croissance et donc rééquilibrer le budget du gouvernement, le Premier ministre compte sur sa politique économique. Tout progresse comme nous l'avons prévu, mais nous savons que de nombreux Japonais ne ressentent pas encore les bienfaits de notre politique, notamment les petites et moyennes entreprises. À tous ces gens, nous voulons vous garantir que notre politique va se poursuivre et que nous allons vous soutenir de toutes les manières possibles. Et cette politique, on la surnomme les Abenomics. Un programme en 3 parties combinant une relance budgétaire, une politique monétaire ultra accommodante et des réformes structurelles pour redynamiser le marché du travail. Mais ces effets se font attendre. La déflation continue, la consommation recule et au 3e trimestre, l'économie nippone est même entrée en récession. Les salaires réels baissent de manière continue depuis 15 mois. Et sous Taro Aso, cette baisse avait duré 19 mois d'affilée. Nous pouvons donc raisonnablement penser que si les Abenomics se poursuivent, les salaires réels vont continuer à baisser. Alors répondez-moi, quand est-ce que les salaires vont enfin augmenter ? En réponse à cette situation, Shinzo Abe a décidé le report d'une 2e hausse de la TVA. Initialement prévue en octobre 2015, elle prendra finalement effet en avril 2017. La précédente augmentation de cette taxe, en avril dernier, avait plombé la reprise à peine amorcée. Le Premier ministre a également provoqué des élections législatives anticipées pour le 14 décembre prochain, un scrutin présenté comme un référendum sur ses orientations économiques. Et pour continuer à parler de l'économie nippone, nous sommes en ligne avec Lionel Friedfeld, notre analyste financier. Bonjour. Bonjour. Alors lundi, Moody's a dégradé la note de la dette souveraine du Japon et aujourd'hui celle de 5 banques commerciales. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le pays ? Alors effectivement, le Japon a déjà surpris les marchés financiers en annonçant une récession pour le 3e trimestre en 2014, puisque le Premier ministre Abe, notamment avec ses fameux Abenomics, avait promis une croissance économique avec un mix de politique économique, monétaire et de réformes structurelles. Il faut savoir un point important, c'est que la dette japonaise est une des plus importantes au monde. Selon le FMI en 2014, elle représente 245% du PNB japonais, c'est-à-dire à peu près 2 fois le PNB japonais, et environ 10,5 trilliards de dollars. Alors, c'est normal qu'avec ces données, que Moody's, l'agence de notation, ait dégradé la dette souveraine japonaise de AA3 à A1. Et dans toute logique, elle a dégradé également les notes des banques, notamment de Tokyo Mitsubishi, Sumitomo Mitsui, mais également les compagnies d'assurance Nippon Life et Sony Life. En fait, c'est un très 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 mauvais signal pour les acteurs économiques japonais. Alors pour redresser l'économie japonaise, le Premier ministre Shinzo Abe, vous l'avez dit, a mis une stratégie au point un petit peu particulière, les Abenomics. Est-ce que ça peut, selon vous, fonctionner ? Alors, ça peut fonctionner, mais il n'a pas su jusqu'à présent faire de véritables réformes structurelles pour augmenter la compétitivité du Japon. En fait, il a simplement joué sur des leviers financiers. On peut, par titre de comparaison, voir aux États-Unis, la Fed avait fait un plan d'assouplissement quantitatif, un quantitative easing, mais ils ont fait des réformes structurelles, notamment sur le marché énergétique, avec notamment le gaz de schiste et l'huile de schiste, qui a permis aux sociétés américaines d'avoir un avantage compétitif. Au Japon, il y a un problème, évidemment, puisqu'il y a une espèce de spirale. Il faut réduire cette dette. Alors, cette dette, elle est quand même détenue principalement par des institutionnels japonais. Mais aujourd'hui, effectivement, les agences de notation se refusent de continuer plus loin. Vous l'avez mentionné, il y a une baisse, notamment Abe n'a pas pu augmenter la TVA comme il le souhaitait. Et effectivement, les salaires sont en baisse, donc effectivement, c'est moins de pouvoir d'achat pour les consommateurs japonais, et ce qui ne va pas relancer la croissance. Et c'est pour ça qu'il y aura sans doute des élections qui vont arriver bientôt au Japon, notamment pour demander aux Japonais s'ils veulent continuer dans ce sens ou réformer le pays d'une autre manière. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour cette analyse.
Il date du XIVe siècle et s'étend sur une quinzaine de kilomètres. Al-Madina, le plus grand marché couvert du monde. Mais depuis l'été 2012, la moitié de la ville d'Alep est entre les mains des rebelles. Résultat, une grande partie du souk est inaccessible aujourd'hui. Mais pour continuer leur métier, certains vendeurs n'ont pas hésité à s'installer dans la rue. C'est un sujet d'Anthony Lesme avec Éric Berdugo. Bombardé, brûlé, Al-Madina, le plus grand marché couvert du monde, est inaccessible. Aujourd'hui, ce souk classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est en majorité sous contrôle de la rébellion. Fuyant les combats qui agitent encore le vieux centre d'Alep, les commerçants se sont installés en périphérie de la ville. Nos affaires allaient tellement bien, mais quand le conflit a commencé, nous avons été obligés de fermer notre ancienne boutique et nous avons ouvert une nouvelle ici. Nous avons enregistré beaucoup de pertes. Alam Oubayed était d'inondier dans la vieille ville, mais aujourd'hui il est réduit à vendre des légumes et des fruits. Nous avions un magasin dans le vieux Alep d'objets orientaux en cuivre et ça marchait très bien. Puis les combats ont commencé entre le régime et l'armée syrienne libre. Des barils d'explosifs et des roquettes ont dévasté le marché du cuivre. Sur la rue Fourkane, dans la partie ouest de la ville, aux mains des forces gouvernementales, Hussein Abdallah fait revivre Arax, une marque réputée pour ses délicieux falafels au jus de grenade. Mon grand-père a fondé le restaurant il y a 40 ans dans le vieux Alep. Mais lorsque les terroristes venus du monde entier sont entrés dans la ville, nous avons fui la région parce qu'ils ont tout détruit. Mais puisque nous sommes attachés à notre ville, nous travaillons de nouveau ici. Tous ces commerçants se plaignent d'avoir vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Mais tous rêvent de retrouver leur ancienne boutique, même détruite. Terminée la surveillance, finie la hiérarchie. En France, à Montauban, le fabricant de biscuits Poult a décidé de miser sur l'autonomie et la responsabilité de ses salariés. Un nouveau mode de management adopté par le groupe il y a 7 ans et qui semble aujourd'hui porter ses fruits. Regardez. Dans la biscuiterie Poult à Montauban, les ouvriers ne sont plus considérés comme des exécutants. Désormais, on parle d'autonomie, de responsabilité. Depuis plusieurs années, les 450 salariés expérimentent un nouveau management dit libéré, lancé par leur PDG Carlos Vercaren. Ghislaine Delcas surveille les fourrés au chocolat. Employée depuis 25 ans, elle se réjouit du changement. Avant, des fois, on venait un peu en recul, il y avait quand même la hiérarchie. On avait des chefs, on avait des contremaîtres, on avait plus la hiérarchie, quoi. En 2007, le nouveau dirigeant décide de consulter les 450 salariés pour définir ensemble les valeurs de l'entreprise et augmenter ainsi la productivité. Résultat, 2 échelons de hiérarchie sont supprimés. La grosse usine est divisée en 4 unités autonomes. Mais rien à voir avec une SCOP, une société coopérative de production. Ici, les salariés ne détiennent pas la majorité du capital. Tout le monde se tutoie, l'échange se veut constructif. Cette gestion des salariés est nouvelle. En France, seule une dizaine d'entreprises se sont lancées dans l'aventure. En période de crise, Poult n'a pas licencié et nargue la concurrence avec une croissance à 2 chiffres, 12%, en misant sur l'innovation. On est convaincu qu'à 450 personnes, on est plus intelligent qu'à 2 ou à 3 dans un bureau en fait. Donc avec 450 personnes, on a beaucoup plus de chances de trouver à un moment donné une innovation qui va faire la différence. Et l'entreprise s'apprête à sortir un nouveau biscuit imaginé par tous. Prochaine étape, greffer cette nouvelle technique aux 4 autres sites du groupe en France. Et tout de suite, on passe au Media Watch. Aujourd'hui, décryptage de l'actualité économique vue par les médias avec Elsa Mimoun. Bonjour. Bonjour Johanna. Alors pour commencer, vous allez nous parler de la filiale cinéma du groupe japonais Sony qui vit en ce moment un véritable cauchemar. En effet, les studios Sony ont été victimes de piratage. Plusieurs films dont Fury avec Brad Pitt et le remake de la comédie musicale Annie ont fait leur apparition sur des sites pirates et de partage de fichiers. Le hic, c'est que la plupart de ces productions devaient sortir en salle le mois prochain. Seulement, un manque à gagner important. Donc pour Sony Pictures, l'adaptation du classique de Broadway, Annie, devait générer, selon les dernières estimations, jusqu'à 100 millions de dollars de revenus. Ça semble donc quelque peu compromis désormais, puis cet incident n'est pas sans précédent. En 2009, le piratage de X-Men a entraîné au minimum 20 millions de dollars de manque à gagner selon son producteur, la 20th Century.
Alors on va maintenant s'intéresser aux stagiaires de la Silicon Valley qui ont apparemment la belle vie. C'est le cas de le dire, dans la Silicon Valley, les développeurs qui décrochent un stage ont droit à des salaires à nous faire pâlir d'envie. Johanna, comptez $7 000 par mois chez Google, 6 800 pour Facebook ou bien encore 6 000 pour Apple, sans oublier bien sûr les frais supplémentaires également pris en charge, notamment pour le logement. Alors je pense que certains ont peut-être trouvé leur voie ou vont penser à leur reconversion. Les chiffres sont tout de même à prendre avec prudence. Ils ne proviennent pas des entreprises elles-mêmes, mais de différents témoignages d'anciens stagiaires. Ces chiffres recoupent néanmoins l'estimation qu'en avait faite Bloomberg en juillet dernier à partir de données d'un site de recherche d'emploi. Le média avait établi qu'en moyenne, les stagiaires obtenaient 4 000 € par mois, tout frais inclus. On est donc pas loin des $5 000. Certains pourront trouver le montant excessif, voire outrancier. En tout cas, ce ne sont pas les stagiaires français qui vont se plaindre. Pour rappel, le minimum légal de rémunération est fixé à ce jour à 436,05 €. Merci beaucoup Elsa Mimoun et c'est la fin de cette émission. Prochain numéro d'Économie le Mag demain à la même heure. Dans un instant, l'information continue sur i24 News.